Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer notre promenade mathématique. Nous allons aller dans la direction du calcul différentiel. Ce calcul différentiel qui avait été mis en place déjà pratiquement par Pascal dans la recherche de la longueur de la cycloïde, qui lui avait d'ailleurs permis de gagner un sac de pistoles de la part de l'Académie des sciences, et bien entendu formalisé par Leibniz et Newton. Mais vous allez voir que tout l'arsenal moderne de la topologie et de l'algèbre linéaire vont être utilisés pour écrire ce que c'est que l'application linéaire tangente. Donc, f va être d'un ouvert U d'un espace vectoriel E à valeur dans f, et l'application linéaire f' apparaît comme une application qui va de l'ouvert U dans les applications linéaires continues de l'espace vectoriel normé E dans l'espace vectoriel normé f. Donc, vous voyez, on est bien loin du vieux quotient différentiel pour mettre en place ce concept d'application linéaire tangente qui va nous intéresser pendant toute cette séquence. Dans le premier exercice qui est proposé, donc qui s'inscrit devant vous, la dérivée de l'application A non 1, 2 de Mn de R dans lui-même, vous allez être amené à préciser l'ouvert, ici c'est Mn de R. Évidemment, l'application elle vous est donnée. Et ensuite, vous avez l'espace vectoriel E qui est égal à l'espace vectoriel F qui est l'espace des matrices, espace vectoriel normé avec la norme qui vous fait plaisir, puisque vous savez que toutes les normes sont équivalentes sur un espace vectoriel de dimension finie, donc soit le sub des modules des coefficients, soit la somme des modules des coefficients par exemple. Ensuite, vous avez évidemment à trouver cette application linéaire tangente, pas question de faire un quotient différentiel qui mettrait en jeu des quotients de matrice dont vous savez qu'il n'existe que si la matrice est inversible. Donc vous êtes poussé vers cette application linéaire tangente, ce candidat donc, que vous allez être amené à trouver, et ensuite d'estimer la différence avec le petit o. Donc je me tourne vers le premier étudiant, donc Jacques, comment est-ce que vous avez fait pour trouver cette dérivée ? On va étudier la différence f de a plus h moins f de a. On va obtenir ainsi un terme qui va devenir notre dérivée, plus un terme qui va être un petit o de h. Oui. Donc la première partie de notre démonstration va consister à montrer que le premier terme obtenu est linéaire et continu. Et la deuxième partie va consister à montrer qu'on a bien un petit o de h. D'accord. D'accord. Donc on va donc calculer l'expression que vous annonciez. f de a plus h moins f de a. D'accord. Donc on a f de a plus h moins f de a qui est égal à a plus h au carré moins a au carré qui est égal à a au carré plus h a plus a h plus h au carré moins a au carré. Donc on va simplifier les deux termes. Oui. A au carré et moins a au carré, et on obtient HA plus AH plus H au carré. Alors, quel est le candidat pour la dérivée là ? Alors le candidat, c'est HA plus AH. Bon, qui est bien linéaire par rapport à la variable. à H, tout à fait. Alors, maintenant, on se pose le problème de la continuité, d'après ce que vous annonciez. Est-ce qu'il se pose vraiment ici ? Non, puisqu'on est dans Mn de R, c'est-à-dire un espace de dimension finie. Et dans les espaces de dimension finie, on a l'implication suivante, c'est-à-dire linéaire implique continu. D'accord. Or, on voit qu'ici... donc, il n'y a pas de problème linéaire, ici. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, il y a le problème du contrôle du terme résiduel H2 qui pose par conséquent la question des normes que l'on peut mettre sur Mn de R. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière ? Non, si on considère la norme de H égale la somme des modules de tous les termes de la matrice H. Et si je m'amusais à changer de norme, il y aurait une difficulté ? Non, puisqu'elles sont équivalentes, on est en dimension finie. D'accord. Bon, alors, donc vous choisissez cette norme qui est effectivement sympathique parce qu'elle a une propriété remarquable par rapport au produit qu'on peut peut-être annoncer. Oui, on va avoir le carré d'une matrice, la norme du carré d'une matrice va être inférieure ou égale à la norme de cette matrice au carré. D'accord. Alors donc la norme que vous choisissez, on peut... Donc on a norme de H égale la somme des HJ pour 1 inférieur égal
ici. On est dans D'accord. Mn de R et on a norme de H au carré est inférieur ou égal à norme de H, le tout au carré. D'accord. Donc, on va avoir f de A plus H moins f de A moins AH plus HA qui va être égal à H au carré Oui. Et lui-même, donc? et qui va être inférieur ou égal à norme de H au carré. Bien. Et Qui est c'est un- bien un petit taux de norme de H? Oui, parce que c'est de la forme epsilon H, norme de H. Oui, quand norme de H. Quand norme de H, en fait, avec epsilon tendant vers 0, quand H tend vers 0. D'accord. D'accord. Le deuxième exercice proposé va mettre en cause des espaces de dimension infinie. C'est l'étude de la dérivée de y flèche y' plus y2. Les deux espaces sont un peu transparents. D'une part, du côté de y, c'est l'espace des fonctions de classe C1 sur un intervalle. Du côté y' plus y2, c'est les fonctions continues. Attention, vous êtes en dimension infinie, les normes ne sont plus équivalentes, donc il faut préciser bien le choix que vous faites. Deuxième problème, le candidat pour la dérivée doit être une application linéaire continue. Donc l'application qui à h associe f' de x.h doit être continue en h. Il va falloir donc vérifier ce fait, et ce n'est pas la même chose que de vérifier que f est de classe C1, qui serait l'application qui a x associe f' de x, qui serait de l'ouvert U à valeur dans les applications linéaires continues de E dans F. Donc vous voyez les problèmes qui vont être à résoudre et à bien cerner avant de commencer. Vous allez voir que l'étudiant l'a bien fait. Jacques, quelles sont les difficultés que vous voyez par rapport à cet exercice? Oui, tout à l'heure, nous étions en dimension finie. Donc, on avait juste à étudier la continuité par rapport à la linéarité. Dans notre cas, on est en dimension infinie. Donc, la linéarité n'implique pas la continuité. D'accord. Donc, il va falloir montrer la continuité en étudiant la norme de f' de y au point h. D'accord. Il faudra la majorer par h de une constante fois la norme de h en C1. D'accord. Donc, on va étudier tout d'abord la différence f' de y, f de y plus h moins f de y. D'accord. Donc on a f de y plus h moins f de y qui va être égal à y' plus h' plus y plus h au carré moins y donc prime moins y au carré. Donc on voit, on a déjà une simplification qui se fait. Oui. On continue, on va avoir du h', on réécrit le terme, on développe le carré. Donc on va avoir du y carré plus 2 YH plus H au carré moins le Y carré. On a une deuxième simplification qui s'effectue. D'accord. Il nous reste H' plus 2YH plus H au carré. Alors, quel est le candidat pour notre dérivée? C'est les deux premiers termes. Oui, qui sont visiblement Y' plus 2YH. linéaires en H. Hein. Voilà. Donc qui va être du type f' de Y au point H. D'accord. Et ça, Et donc, comme vous l'annonciez tout à l'heure, il faut démontrer que cette application est bien continue. Alors, comment vous y prenez? bien, on va calculer sa norme et on D'accord. va montrer que on peut le majorer par norme de H. D'accord. Donc je veux donc montrer que norme de f' de Y au point H est inférieure ou égale à une constante fois la norme de H C1. D'accord. Alors, la Donc- norme du côté gauche, c'est donc la norme, évidemment, dans l'espace d'arrivée. de C0. D'accord. Bien. Donc on va avoir H' plus 2YH
en C0 qui va être inférieur ou égal à, donc, norme de H' en C0 Oui. plus 2 fois norme de Y en C0 fois norme de H en C0. Bon. Or, l'énoncé nous dit que la norme de H' en C0 égale la norme de H en C1. D'accord. Et d'autre part, on a la norme ça va être le module de H de X. Ça va être égal à Oui. inférieur, mais on va pouvoir majorer par l'intégrale de 0 à X de H' de T dt. Oui. Voilà, qui va être inférieur ou égal à la norme de H' C'est 0, oui. en C0, qui est égale à la norme de H en C1, D'accord. par définition du texte. De H en C1. Et donc, vous obtenez quelle inégalité sur les normes? Donc on obtient que H C0 Oui. est inférieur ou égal à H C1. D'accord. Donc si on revient à f' de y au point H, on obtient f' de y au point H, Oui. qui va être en C0 bien sûr, Oui. qui va être inférieur ou égal à, donc le H, norme de H en C1, facteur de 1 plus 2 fois norme de Y en C0. D'accord. Alors, Et donc, ça, notre ce qui va constante. constituer notre constante. D'accord. C. Bon. Donc là, on a gagné. On a bien une application linéaire continue. Et il nous suffit donc maintenant. De montrer qu'on a on a bien un petit taux de H D'accord. dans la Donc, deuxième partie. donc vous êtes amené à étudier donc la norme de ce qui nous restait. C'était le terme qui était en H2 d'ailleurs. Mhm. Donc on écrit norme de H au carré en C0, Oui. c'est inférieur ou égal à norme de H au carré en C1, qui va être Oui. inférieur ou égal à la norme de H au carré en C1. D'accord. Ça qui est égal à epsilon fois la norme de H en C1, où epsilon tend vers 0 quand H tend vers 0. D'accord. Et donc, on a bien Un petit taux de H. On a bien un Par petit taux de définition. H et on a bien donc démontré que cette application était dérivable et que la dérivée était celle que vous annonciez. Voilà. Vous avez vu que cette nouvelle approche du calcul différentiel est essentiellement linéaire. Vous devez préciser quels sont les espaces de départ et d'arrivée, quelles sont leurs normes. Vous avez la difficulté de la dimension infinie avec, bien entendu, ces normes qui ne sont plus équivalentes, et en même temps, le problème de la vérification que le candidat pour la dérivée, cette approximation linéaire, est bien continue quand vous êtes en dimension infinie. Donc, c'est tout cela qu'il va falloir gérer en même temps que le contrôle de l'approximation, c'est-à-dire bien vérifier que la différence f de x plus h moins f de x moins f' de x point h est bien un petit taux de h et donc est négligeable par rapport à la norme du vecteur h. C'est ensuite le problème de la classe C1, c'est-à-dire est-ce que x donne f' de x est bien continu, qu'il va falloir aussi contrôler pour la suite des événements. Et vous allez voir que Myriam va faire la synthèse de l'ensemble dans ce même esprit. Dans le cadre du calcul différentiel, f' de x en un point était un nombre. Désormais, f' de x est une application linéaire d'un espace vectoriel dans un autre espace vectoriel. Et qui dit application linéaire dit que cette application va s'appliquer en un vecteur. Enfin, juste une petite remarque, en dimension infinie, il faudra vérifier la continuité de l'application linéaire. Bien, le décor du calcul différentiel a donc été planté. Vous avez vu d'une part que vous devez partir d'une application définie sur un ouvert d'un normé à valeur d'un autre espace normé, d'où d'abord la première question, quelles sont les normes, préciser quel est l'ouvert sur lequel votre application est éventuellement définie, et ensuite vous avez donc le problème de la détection de f', donc comme une application de l'ouvert U à valeur dans les applications linéaires continues de E dans F.
Vous devez donc vérifier que votre approximation linéaire, qui va donc être telle que la différence f de x plus h moins f de x moins f' de x point h est bien un petit o de la norme du vecteur h, que f' de x est bien une application linéaire continue par rapport à h. Bien entendu, pas de difficulté en dimension finie. En dimension infinie, vous avez une vérification supplémentaire. D'autre part, si on vous demande de vérifier, et on aura cela dans le cadre des théorèmes, en particulier de l'inverse locale, vérifier que l'application est de classe C1, eh bien c'est x donne f' de x, dont il faudra vérifier que c'est bien une application continue de l'ouvert U à valeur dans les applications linéaires continues de E dans F. Alors, dans le cas de la dimension finie, bien entendu, vous avez une explicitation matricielle de votre application f', c'est la matrice jacobienne qui apparaît ici. Donc vous voyez que E, c'est l'espace numérique Rn, F, c'est l'espace numérique Rp, ce qui veut dire que vous avez a priori n variables, x1 jusqu'à xn, qui correspondent à la variable j correspondant au xj, et d'autre part, vous avez n p composantes, les p composantes de votre vecteur f, f1 jusqu'à fp, puisque vous arrivez dans Rp. Et vous avez donc à calculer cette matrice jacobienne que vous devez donc regarder en particulier sur les vecteurs de la base canonique, c'est-à-dire f' de x pris sur les vecteurs E1 jusqu'à, évidemment, En. Et ça vous donne donc cette matrice jacobienne qui est définie devant vous donc comme la matrice des dérivées partielles des différentes composantes de votre application f par rapport aux différentes variables x1 jusqu'à xn. Le premier théorème que nous allons donc regarder, c'est le théorème de la composée de deux applications dérivables. Ce théorème, il faut le lire dans un contexte de changement de variable. Changement de variable qui va nous permettre d'exprimer des opérateurs différentiels par rapport à des variables plus adaptées, par exemple le Laplacien en coordonnées polaires, l'opérateur des ondes par rapport à des coordonnées qui sont adaptées à ce qu'on appelle les caractéristiques, etc. Alors, la première chose à faire, donc, c'est de se définir cette composée. Donc, f est définie sur un ouvert U d'un espace vectoriel normé E à valeur dans F. V est un ouvert de F sur lequel est définie l'application G à valeur dans l'espace vectoriel normé G. Pour pouvoir composer les deux, évidemment, il faut supposer que l'image par F de U est inclue dans V. À ce moment-là, la composée G rond F qui va de U dans G est bien définie. Vous allez vouloir, sachant que F est dérivable sur U, que G est dérivable sur V, calculer la dérivée de G rond F, par exemple en un point x0 de U, correspondant à un point f de x0 de V, et vous savez que la dérivée va s'écrire de la manière suivante. La dérivée de G rond F au point x0, c'est la composée de la dérivée de G au point f de x0 avec la dérivée de f au point x0. Attention, l'ordre est très important puisque f' est une application linéaire qui va de E dans F, G' une application linéaire qui va de E dans G, et donc E flèche F et ensuite F flèche G vous donne bien une application linéaire de E dans G. C'est la première difficulté que vous allez avoir dans le calcul différentiel, c'est de vous assurer que ce que vous écrivez est bien cohérent pour effectivement vérifier que les écritures que vous avez devant vous ont bien un sens. Alors, à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir expliciter cela, par exemple, dans un cadre de changement de variable, et on va le faire très simplement pour une application de R2 dans R2 dans le cadre des coordonnées polaires. Alors, vous allez vous donner une application G qui va être définie sur un ouvert U de R2, mettons à valeur dans R2, qui au couple XY fait correspondre les deux composantes G1 de X et de Y, G2 de X et de Y. Et vos applications, donc vous allez la supposer qu'elle est dérivable sur votre ouvert U, et vous avez votre application F qui est définie sur R2 à valeur dans R2, qui au couple R θ fait correspondre donc R cosinus θ égale petit x, R sinus θ égale petit y. On va composer les deux, bien entendu. Pour composer les deux, il faut d'abord faire attention au domaine de définition de G rond F, et donc il faut considérer f-1 de U qui est un ouvert, puisque f étant dérivable, elle est en particulier continue. Et donc l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert. Vous avez donc la possibilité
de composer les deux, et vous pouvez donc écrire maintenant la fonction phi, qui est donc définie sur f-1 de u dans R2, à valeur dans R2, qui au couple R θ fait correspondre, par conséquent, G1 de R cosinus θ, R sinus θ, et G2 de R cosinus θ, R sinus θ. La dérivée de la fonction phi au point Rθ va s'écrire comme la composée des deux matrices. Donc vous voyez que vous allez avoir dφ1 sur dr, dφ2 sur dr, première colonne, dφ1 sur dθ, dφ2 sur dθ, deuxième colonne. Et ceci, c'est donc le produit de la première matrice jacobienne qui est dg sur dx, dg1 sur dx, dg2 sur dx, dg1 sur dy, dg2 sur dy, multiplié par la matrice jacobienne donc associée à l'application f. Je dois d'abord dériver par rapport à r, c cosinus θ sinus θ, dérivé de r cosinus r sinus, et ici c'est moins r sinus θ, r cosinus θ, dérivé par rapport à θ. Vous faites le produit de ces deux matrices, et ça vous donnera les composants de cette matrice. Si vous aviez une application qui était en fait une application à valeur simplement dans R, vous voyez que vous auriez le produit d'une matrice donc uniligne par une matrice de 2 vous donne bien une matrice uniligne. Ce sont bien les formes linéaires que vous attendez. Donc le produit donc de ces deux matrices vous donne bien cette formule du changement de variable en coordonnées polaires qui va vous permettre ensuite de faire des manipulations sur des opérateurs différentiels comme je le disais tout à l'heure. Le deuxième théorème qui nous intéresse, c'est le théorème des accroissements finis. Alors vous savez que dans les livres élémentaires, on voit une écriture du type f de b moins f de a égale b moins a f' de c, qui évidemment, dans le contexte qui nous intéresse, évidemment pose deux types de difficultés. Premièrement, ici, vous allez avoir théoriquement une application linéaire qui va s'appliquer sur un vecteur, déjà c'est dans le mauvais sens, et en plus, ceci doit appartenir à f, pendant que ceci, eh bien, évidemment, va aussi appartenir à f, mais est-ce que c'est effectivement une égalité de vecteurs? On ne sait pas très bien. Vous savez que cette égalité est fausse, en fait, dès que vous prenez une application du type e puissance 2 pi x comme fonction f de x en calculant f de 1 moins f de 0. Vous ne pouvez pas avoir ce type d'égalité. Vous savez qu'en fait, c'est l'inégalité des accroissements finis qui nous intéresse, et cette inégalité, vous l'écrivez donc de la manière suivante. C'est la norme de f de b moins f de a, qui est plus petit que la norme de b moins a, multipliée par la borne supérieure de la norme de f' de x, pour x appartenant au segment AB, que vous supposez, bien entendu, être inclus dans votre ouvert U de définition de votre application f. Alors, attention, parce que toutes les barres qui sont là ne sont pas toutes les mêmes. Ici, c'est une norme qui est une norme dans l'espace d'arrivée, c'est norme f. Ici, c'est une norme dans l'espace E. Pendant que ici, c'est une application linéaire continue, donc c'est au sens des applications linéaires continues. Donc vous voyez que l'écriture qui est ici est, comme d'habitude chez les mathématiciens, une écriture à laquelle il faut faire attention. Le mathématicien est un petit peu flemmard par moment, il n'a pas envie de multiplier des notations pour se compliquer la tâche, ce qui veut dire qu'il faut être d'autant plus attentif. Alors, ce théorème des accroissements finis, vous savez qu'il vous donne en fait deux grands résultats. Le premier résultat, c'est le résultat que f est de classe C1 si et seulement si les dérivées partielles de f par rapport aux variables xj de x1 jusqu'à xn sont des applications continues du n-uplet. Et c'est ça qui est important, ce n'est pas simplement séparément continu, mais c'est évidemment par rapport à toutes les variables qu'il va falloir vérifier la continuité. FC1, votre application est évidemment définie sur un ouvert U de Rn à valeur dans R, et c'est donc le moyen de vérifier que votre application f' au point x est une application continue. Donc vous avez un critère numérique, si vous voulez, de vérification de cela. Faites attention que la continuité séparée par rapport à chacune des variables n'implique pas la continuité globale. C'est une des grosses difficultés des fonctions de plusieurs variables. On a trop tendance à vouloir séparer les combattants, à savoir les différentes variables, en espérant que si ça se passe bien séparément, ça va bien se passer
globalement. Eh bien, il n'en est pas le cas. Le deuxième théorème qui est lié à ce théorème des accroissements finis, c'est le théorème sur les suites de fonctions différenciables. Alors, vous savez que c'est un grand théorème, puisqu'on est toujours intéressé, dans le cadre de l'analyse, par la stabilité par rapport à des passages à la limite. Alors ici, quel est le théorème? Eh bien, vous avez une suite Fn définie sur un ouvert U d'un espace grand E numérique. Ici, vous pouvez le prendre en dimension finie, où vous avez des espaces qui sont des espaces ici de Banach, c'est-à-dire vous avez des espaces qui ont une propriété de complétion par rapport à leurs normes, et vous savez que votre ouvert est un ouvert convexe, ce qui vous permet de savoir que quand vous avez deux points à l'intérieur de votre ensemble U, eh bien le segment est à l'intérieur. Alors attention, vous voyez que ce genre de petit dessin empêche la convexité à ce niveau-là, parce que votre segment va sortir. Donc la convexité sera bien entendu quelque chose de ce style, par exemple. Alors, la convexité, c'est donc la première propriété géométrique qui est liée au théorème. Et ensuite, vous avez deux hypothèses. Vous avez d'une part que en un point Fn de A converge, donc en un point. Et deuxièmement, vous savez que la suite F'N converge uniformément sur tout borné de l'ouvert U. À ce moment-là, vous avez la convergence de Fn vers une fonction f uniformément sur tout borné, et f est dérivable, et sa dérivée, c'est la limite de f'. Donc f est bien dérivable, et f', c'est la limite de f'n comme on l'attend. Alors c'est ce théorème donc, qui est un théorème central de l'étude des suites de fonctions différenciables. Donc deux hypothèses. L'hypothèse forte porte sur la suite des dérivées. Bien, maintenant que vous êtes donc aguerris avec ces premiers éléments du calcul différentiel, on va s'amuser à dériver f' pour avoir f seconde et donc les dérivées successives, d'où les théorèmes de Taylor. Avec ces théorèmes de Taylor, on va pouvoir contrôler les extrémas des fonctions. D'autre part, on va continuer à creuser autour de f' pour savoir si des renseignements sur f' donnent des renseignements sur f. C'est le théorème de l'inverse locale et en particulier le théorème des fonctions implicites. Donc vous voyez, nous avons maintenant les bons outils et nous allons pouvoir